Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine DigiPresse qui reçoit aujourd'hui Walter Kou, journaliste en République démocratique du Congo. Walter, bonjour. Bonjour cher Obed et puis bonjour aux téléspectateurs de Digital Congo qui prennent le temps de nous suivre. Et puis Siméon Isako, journaliste chez reporter.cde. Siméon, bonjour. Bonjour Obed, bonjour à tous les téléspectateurs de Digital Congo, spécifiquement ceux de DigiPresse. Bonjour à Walter Kouy, avec qui nous allons partager ce plateau. Merci de l'invitation et j'espère que nous allons passer un très bon moment de télé. Il pourra nous rejoindre sur ces plateaux Mike Gardidiana, journaliste chez LFT. Nous décryptons aujourd'hui 3-4 thèmes. C'est presque un mois depuis l'annonce de la tenue du dialogue inclusif en République démocratique du Congo pour faire face à la crise sécuritaire et politique au pays. Et l'ultimatum lancé par la coalition de l'opposition C64 expire. Et puis, quelle sera la suite? L'opposition qui menaçait donc d'activer la rue pour faire pression au régime, et le président de la République a renvoyé la loi portant organisation donc des principes du référendum, organisation du référendum en République démocratique du Congo pour la réécriture. Vous le savez, presque 13 articles de cette proposition de loi ont été, donc la Cour constitutionnelle avait émis ses réserves. L'opposition parle d'un petit apaisement, donc un petit pas franchi. On va parler également de la ministre de la Jeunesse, Coutinho, qui a réuni les jeunes à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, et elle a remis au chef de l'État les conclusions des consultations qu'elle dit avoir menées à travers les 26 provinces et à l'extérieur du pays. On fera quid de ces consultations. On va parler également de la résistance Ebola Beni Lubero Butembo de la population, et si on aura le temps, on pourra parler du lancement du boulevard Étienne Tshisekedi. Pour quelle finalité à Kinshasa, et ce projet va désenclaver la ville-province de Kinshasa? Je commence par vous, Siméon Isako. Je rappelle que vous êtes journaliste chez reporter.cd, un mois presque après l'annonce de la tenue du dialogue inclusif en République démocratique du Congo et l'ultimatum de l'opposition expire. Qu'est-ce qui pourra arriver? Quel est votre commentaire? Merci pour la question. Moi, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur des faits. L'opposition... Pourquoi le dialogue n'est pas toujours convoqué? L'opposition ne devrait pas donner l'impression au peuple congolais, qui d'ailleurs ne se retrouve pas totalement dans cette opposition, que seul le dialogue viendra mettre fin d'abord à l'insécurité, ensuite à la situation. Mais sur terrain, il y a les staticos. Et à qui profitent les staticos sur terrain? Laissez-moi évoluer. Oui, la population de Goma vous écoute, même des Bukavu, des Bunagana. Ceux de Goma nous écoutent, d'ailleurs. Oui. Bien évidemment, ceux qui sont en train de nous écouter, d'ici et d'ailleurs. Vont-ils continuer à rester dans la même situation? Précisément, c'est de Goma sont d'avis avec moi que ce n'est pas le dialogue politique qui pourra mettre fin à la situation d'insécurité. Oui. Ils sont d'accord avec moi. Ça voudrait dire qu'il ne faudrait pas que l'opposition puisse forcer la main du chef de l'État, qui, déjà au départ, est d'accord pour convoquer des dialogues, a déjà levé l'option de convoquer des dialogues. Les chefs de l'État... C'est un cadeau pour l'opposition. Ce n'est pas un cadeau. Les chefs de l'État qui, sans cesse, continuent de réunir son entourage pour réfléchir sur le format du dialogue. Parce que, pour prendre l'ordonnance qui convoque le dialogue, il faut la motiver. Mais l'opposition, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mais laissez-moi quand même parler. Nous aurons des questions, vous ne me laissez pas parler. Il faudrait motiver l'ordonnance convoquant le dialogue. Qu'est-ce qui sera dit dans l'ordonnance? Tous savons qu'il n'y a pas de crise politique dans notre pays. Tous savons que le Congo aujourd'hui ne connaît pas de problème de légitimité.
Le seul problème que le Congo connaît, c'est un problème d'insécurité qui n'est pas lié par le fait que Martin Fayulu s'oppose à Tshisekedi, ou Katumbi, ou Kabund, ou que sais-je encore, mais lié par le fait qu'il y a le Rwanda qui envie une partie de notre territoire et sous-traite la paix. Laissez-moi oui, bien sûr, allez-y. Et sous-traite certains Congolais. Oui. Alors, cette question ne peut pas être résolue par un dialogue politique qui, dans sa finalité, aboutira à un partage des postes, des responsabilités dans des institutions. Le seul dialogue ou négociation qui peuvent, je dis bien qui peuvent, je pèse bien mes mots, qui peuvent nous apporter la paix, c'est ce qui se passe en Suisse actuellement à Montreux, entre Kinshasa, la FCM 23. C'est l'accord qu'on a eu à signer avec les Rwandais. Et là, ça va aboutir à quoi? Ce sont des processus. Oui. Ce sont des processus. Quand on parle d'un processus, ça veut dire qu'il y a les hauts et les bas. Il y a du chemin à parcourir pour que cela puisse aboutir. Parce que si nous voulons ipso facto avoir la paix maintenant, nous ne devons pas oublier que cette situation d'insécurité que nous vivons, que nous décrions aujourd'hui, dont nous rejetons la totale responsabilité sur Tshisekedi, ne date pas d'aujourd'hui. C'est une situation qui date d'il y a 30 ans, même plus de 30 ans. Et donc, le plus important serait aujourd'hui de s'atteler à ces négociations-là. C'est vrai que ça ne marche pas comme nous le voulons, mais c'est un processus, ça va finir par aboutir, ça va finir par finir, si vous permettez la tautologie, et nous aurons des compromis. Et quand on négocie, il y a toujours une partie qu'on doit céder. Qu'est-ce que l'État congolais pourra céder pour convaincre les rebelles, selon vous? Qu'ils ne sont pas des enfants de cœur. Hein? Vous savez, sur la table des négociations, les rebelles n'ont pas amené leurs revendications. Ouais, il faut être honnête. Il y a une partie de leurs revendications et une partie des revendications du Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui est le parrain. Ça, tout le monde le sait. On doit avoir des stratèges maintenant pour contourner ça. Oui, ça veut dire que, parce que c'est le Rwanda qui est le père, les fils, qui est l'AFC M23, vient négocier avec les revendications du père. Lorsque l'AFC M23 vient sur la table des négociations, vous dit que vous devez nous laisser gérer Goma, Bukavu et les autres, Bunagana et les autres agglomérations qui sont qui l'administrent par force aujourd'hui, qui sont en train d'administrer par force, vous devez nous laisser gérer ça pendant 8 ans. Quel est cet état normal qui peut donc l'histoire va se répéter parce qu'à l'époque de Kabila, on a laissé plus de 5 ans le Rwanda, 7 ans avec le RCD, ainsi de suite. Vous voyez? L'élève de l'air continue. Hein? Vous voyez? Oui. Quel est ce président, ce chef de l'État responsable qui peut accepter ça? Lorsqu'ils vous disent, ben, écoutez, vous allez certes nommer en tant que chef de l'État, mais vous nommerez les gens que nous allons vous proposer. Maintenant, quelle dans l'armée et dans la police. Maintenant, quelle solution? Et les gens qui proposent, pourquoi n'est pas les noms qu'ils proposent sont de nos Rwandais. C'est de nos Rwandais. Oui. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que les seuls dialogues qui peuvent nous apporter la paix, c'est Doha et Washington. À défaut d'obtenir la paix par ces voies-là, il faut la force. Et qu'est-ce qu'on entend? Il faut utiliser la force. Oui. C'est pourquoi. Et l'État qui a le monopole de la violence. C'est pourquoi. La souveraineté ne se négocie pas, vous le savez. C'est pourquoi notre armée est en train de se réorganiser. On a d'abord réussi jusqu'ici à extirper les infiltrés. Ils sont là, en train d'être jugés. Moi, je crois qu'il y en a encore. Il faut les extirper davantage pour que l'armée soit totalement congolaise, républicaine. Merci. Comme ça, nous aurons une armée dissuasive qui puisse nous aider à mieux faire la guerre au Rwanda. Parce que c'est l'unique solution qui reste. Vous savez, l'AFC M23 seul ne peut pas
faire tout ce qu'elle est en train de faire comme rébellion, tout ce qu'il est en train de faire comme mouvement rebelle. Ça, tout C'est le monde le grâce au sait, soutien le du gouvernement Rwanda. le sait. Et donc, s'il y a quelque chose à faire, s'il y a une action à mener, c'est contre les pères directement, contre le Rwanda, pour couper les mal à la source, à la racine. Merci. Et donc, j'encourage les efforts fournis par nos autorités, le président de la République, nous sommes Mais gouvernement je vous repose une petite question à 10 secondes. Refonder, refaire l'armée. Je vais la reposer pour que nous également puissions avoir à une Walter armée Pouy. dissuasive Oui. qui puisse nous aider à Merci. affronter le Rwanda. Parce que moi, je reste convaincu que face au Rwanda, nous irons à la guerre un jour ou l'autre. Alors, dans 10 secondes, donc, à qui profitent les staticos sur terrain? Vous dites l'armée est en train de se réorganiser, c'est bon, mais à qui profitent les staticos sur terrain? Actuellement, les staticos profitent au Rwanda et à l'FCM 23. Ça ne profite pas à Kinshasa. Parce qu'il y a... Et c'est stratégique. Parce que, on est devant un fait accompli. On est devant un fait accompli. Les staticos ne profitent pas à Kinshasa. Il y a des zones qui ne sont pas gouvernées par Kinshasa. Taxes, impôts. C'est le Rwanda. C'est la FCM 23. Il y a les populations, les Congolais qui meurent tous les jours, qui sont tués tous les jours. Ça ne profite pas à la population. Et vous verrez que quand ils vont sortir, il faut qu'il y ait un plan d'urgence que l'État mettra en place pour redresser l'économie de Saint-Kouela, pour pouvoir faire beaucoup de choses. Et ça sera encore beaucoup d'argent que l'État va déployer. Et donc, ça ne profite pas à l'État à ce stade. Merci. Ça ne va pas à l'avantage de Kinshasa. Merci. Ça va à l'avantage de l'agresseur et du mouvement rebelle. Alors, Walter Pouy, dialogue ou monologue, quel est le vrai problème selon vous? Il y a presque un mois depuis que l'annonce de l'acte du dialogue inclusif a été annoncée par l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, à l'issue d'une réunion avec les chefs de l'État. Et l'ultimatum lancé par 64 expiré. Alors, quel est votre commentaire, l'opposition qui menace d'activer la rue, et puis entre légitimité, légalité du pouvoir Tshisekedi? Ce qui est vrai, le président de la République est actuellement l'une des institutions légitimes issues des élections de 2023 plutôt. Mais dire qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas de crise politique comme certains le prétendent, ça signifie qu'ils contredisent le président de la République qui a confié une mission de bons offices au prélat. Parce que s'il n'y avait pas de crise politique, pourquoi aurait-il demandé aux prélats catholiques, ceux de l'ECC et puis les églises de réveil de prendre contact avec les acteurs politiques? C'est ça la question qu'on se pose. Parce qu'ils étaient clairs. L'Union nationale pour faire face à la rébellion et à l'agression. Quand Ambongo a parlé, il n'a pas dit que le président de la République les a consultés pour aller faire face à la rébellion ou à quoi. Il n'a pas dit que ça. Il avait dit pour qu'on résolve nos problèmes entre nous, Congolais. Quels sont ces problèmes s'ils ne sont pas aussi d'ordre politique? D'autre part, je n'oublie pas ou je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème sécuritaire. Il y en a. Nous sommes agressés par le Rwanda, oui. Mais il faut aussi reconnaître qu'au-delà de certaines avancées diplomatiques, mais nous n'avons pas tout obtenu sur le plan diplomatique, même militaire. Et comment on n'a jamais réussi à faire sanctionner le Rwanda? Ça on le sait. C'était un succès atteinte limité. Pourquoi? Parce que vous pouvez lire tous les textes, aussi bien des Nations Unies que l'accord entre la RDC, le Rwanda. Nulle part on a parlé d'agression. On parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et puis je ne sais pas le Saint-Esprit. On devrait mettre ça dans l'accord de Washington. Et le terme, les mesures de défense, retirer les mesures de défense. Donc c'est ça, il n'y en a pas. Retirer. Ils sont là, ces termes-là. Ils ont été utilisés. Donc, nulle part nous avons obtenu la condamnation suivie des sanctions contre le Rwanda sur le plan diplomatique. Et ça, on n'a pas contraignant non plus. L'accord n'est pas contraignant parce que jusqu'à ce jour, rappelez-vous, il y a quelques jours sur ce même plateau, vos invités parlaient de l'ultimatum des Américains. Ils n'ont jamais donné d'ultimatum. S'ils avaient donné d'ultimatum, le Rwanda se serait exécuté. Rappelez-vous de Uvira. Le chaud et le froid.
les États-Unis. Hein. Nous, c'est pourquoi je nous demande à nous, Congolais, de cesser de penser que les États-Unis sont le Père Noël qui vient pour réparer tout ce qui a été cassé ou soigner la vie du Congolais. Ce sont des vrais commerçants. Rappelez-vous, les Rwandais ont commencé à exporter officiellement le minerai pillé dans l'est de la République démocratique du Congo. Et ils l'ont exposé aux États-Unis devant les sénateurs américains. Donc, nous devons être lucides, reconnaître ce qu'il y a et aussi reconnaître ce qu'il n'y a pas. Ce discours de consommation interne, j'ai dit bien des discours de consommation interne, de dire Dieu le Père, Dieu le Fils, c'est pour la consommation locale ici au niveau de la République démocratique du Congo. Ailleurs, ça ne passe pas. Que ce soit l'Union africaine, que ce soit à l'EAC, que ce soit aux Nations Unies, ça ne passe pas. Même au COMESA, ça ne passe pas. Vous avez déjà entendu l'EAC condamner l'agression rwandaise contre la RDC ou prendre des mesures drastiques contre le Rwanda. Les États-Unis, ils n'ont sanctionné que quelques ciblées. Est-ce que ces sanctions sont suffisantes? Elles ne suffisent pas. Faire fléchir je pense qu'elles ne suffisent pas. Les Lambert Mende étaient sanctionnés, les Chadari, les Bochap, et même l'actuel premier vice-président du Sénat est sous sanction des États-Unis. Il fonctionne sans problème. Il fonctionne, il voyage. Donc, il faut faire il faut faire un distinguo entre les déclarations cosmétiques pour berner notre population et la vraie réalité sur terrain. Sur terrain, on n'a pas été... J'étais même sur j'étais en partie sur la logique des offensives militaires. Mais je n'écartais pas que ce problème soit abordé sous une forme de triptyque. C'est-à-dire, pression militaire, oui, mais ne pas négliger la diplomatie, mais aussi le dialogue politique. Parce qu'au niveau interne, si nous n'arrivons pas à faire adhérer l'ensemble des Congolais sur ce combat contre le Rwanda, on ne va pas y arriver. Il y a des exilés politiques, certains les appellent des auto-exilés, oui. Mais quand on autorise à quelqu'un de prendre le passeport, le discours change. Nombreux qui sont là à l'étranger n'ont pas de passeport, ou ils ne savent pas renouveler leur passeport. C'est un droit pour tout Congolais d'avoir un passeport. Mais il ne revient pas à un gouvernement de dire, bon, j'autorise maintenant c'est Kamitatou qui peut avoir accès au passeport. C'est ça la crise politique. Pour ceux qui ne les reconnaissent pas, il n'y a aucune décision de justice qui interdisait par exemple à Fayoulou d'avoir un passeport. Il n'y a pas une décision de justice qui interdit à Mike Mukebai d'avoir un passeport. Il n'en avait pas. Kamitatou a dû recevoir l'autorisation. Mike n'en a pas jusqu'à ce jour. Alors, ce n'est pas la crise politique. C'est pourquoi, depuis l'indépendance, nous courons d'une crise à une autre parce que tous ceux qui sont aux affaires pensent qu'eux sont sortis de la cuisse de Jupiter, qu'ils ont une mission divine et que les autres n'ont rien à dire comme mot sur la gestion ou la gouvernance. Ils ne sont que des locataires, vous le savez. Malheureusement, en Afrique, quand quelqu'un accède au pouvoir, il arrête d'être lucide comme il l'était quand il était à l'opposition. C'est pourquoi nous courons d'une crise à une autre. C'est même dit dans l'exposé des motifs de notre Constitution. Les causes des crises récurrentes depuis 1960. Une fois que les gens arrivent au pouvoir, ils oublient le combat du passé, ils pensent qu'ils ont une mission divine, ils ne peuvent pas quitter le pouvoir, ils doivent faire selon ce qui les plaît, pas les cadres réglementaires ou législatifs. Selon vous, qu'est-ce qui bloquerait la convocation du dialogue par les chefs de l'État presque un mois après l'annonce de la tenue de ces dialogues? Et un petit mot par rapport à l'opposition, son ultimatum vient d'expirer. Est-ce qu'elle sera à même de mobiliser la rue? Elle va mobiliser parce que, rappelez-vous de la dernière marche de l'opposition sur le boulevard Triomphal et puis les blessés qui s'en étaient suivis. L'opposition va mobiliser. Pourquoi? Parce que Kinshasa est une ville d'environ 10 millions. Si quelqu'un aujourd'hui mobilise 20 000 personnes avec l'étroitesse des rues de Kinshasa, ça va créer des embouteillages et il dira qu'il a réussi. Vous voyez ce qui s'est passé avant-hier avec la ministre... on va en parler tout de suite. Vous voyez, c'était fretin, mais les gens ont crié que c'était un succès total. Un succès total, oui. C'est toujours comme ça. Moi, j'ai toujours dit, et ça, on doit se mettre dans la tête.
Le plus important dans une lutte ou dans des activités politiques, ce n'est pas nécessairement le nombre de gens que vous mettez dans la rue. Parce que le plus grand décideur a toujours été silencieux. C'est ça, il faut convaincre les plus grands nombres des silencieux, ce sont ceux-là qui décident. C'est pourquoi, aux États-Unis, par exemple, pendant la campagne électorale, les gens se déploient pour faire le porte-à-porte. Parce que c'est lui qui est chez lui à la maison, quand il prend la décision, il ne la change pas. Par contre, vous pouvez louer les gens ici avec 10 000 $, comme on a vu hier, 10 000 francs, comme on a vu hier avant-hier. Ils viennent marcher. Demain, les mêmes sont loués par un autre parti politique de l'opposition ou de la majorité. On sait comment ça se passe. Le blocage serait à quel niveau? Non, je ne dirais pas blocage. Personne ne maîtrise l'agenda du président de la République. Il a ses priorités. Et je l'ai toujours dit, qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui aura le dernier mot. Les opposants peuvent crier, peuvent faire pression. Il peut accepter ou pas de céder à cette pression. Donc c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui a l'agenda et il sait quand il va convoquer ou quand il va dire bon, on va au dialogue. Mais à mon avis, il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire parce que il y a beaucoup d'initiatives. Au-delà de Montreux, Washington, on a encore les médiateurs de l'Union désignés par l'Union africaine, messieurs Eyadema. Nous avons des co-médiateurs comme les Catherine Samba Panza, il y a les Olusegun Obasanjo qui sont là. À mon avis, il faudrait qu'on puisse coordonner toutes ces actions pour que l'on ne continue pas à avancer de façon dispersée. Alors, si on dialogue, comme on dit à Kinshasa, le dialogue avec l'opposition non armée, on va encore rouvrir d'autres pour parler avec l'opposition armée. Les gens disent que non, ceux qui ont touché les armes, pas question, ligne rouge, non. Et vous avez constaté avec moi que le gouvernement a beaucoup évolué avec les lignes rouges. Je ne dialoguerai pas avec le Rwanda, on y est passé. Oui. Je ne dialoguerai pas avec le M23, on y est passé. Il n'y aura pas d'intégration dans l'armée. Après, on a changé, c'est devenu au cas par cas. Oui. Libération des prisonniers aussi. Non, pas question, ceux qui ont les crimes, et ainsi de suite. Je sais que c'est comme dans un pour le gouvernement, ceux qui ont été libérés ne sont pas impliqués dans des crimes de guerre. Non, c'est comme à Gambela. Oui. Vous mettez la barre très haut, l'autre aussi, et puis plus vous avancez. Oui. Parce que même le porte-parole du gouvernement, toute la verve qu'il avait contre le président rwandais, vous avez constaté que tout le monde est en train d'adoucir. Mais le plus important aujourd'hui, c'est d'abord s'assurer de faire taire les armes dans l'Est, assurer l'accès humanitaire, la population qui est assurer l'accès à l'aide humanitaire, parce que mais on la fera comment si on ne parle pas? Je vous disais ici que aussi longtemps nous n'avons pas été capables de le vaincre militairement. Nanga ne va pas partir tranquillement, il va exiger des contreparties. Et c'est pendant les négociations qu'on va y arriver. Pourquoi je ne voudrais pas que les déclarations tardent? Vous savez qu'il y a des gens qui sont venus même du Kivu, qui sont ici, en errance, sans aide. Il y en a qui courent de Calais vers Uvira, Bujumbura, vous rentrez, il y a des coups de feu. C'est pas important. Moi, je suis allé à Goma lors de la journée Peace One Day en 2014. J'ai vu la misère et les difficultés des gens ou des déplacés des guerres. C'est pas facile pour ces gens, pour certains qui sont nés dans la guerre et continuent de vivre cette guerre jusqu'à ce jour. Il faudra qu'on y réfléchisse, qu'on mette une meilleure dose de patriotisme pour qu'on arrive à bout aussi bien de la guerre que des crises politiques alimentées par la boulimie de toujours vouloir rester le plus longtemps possible au pouvoir par des mécanismes mesquins. Alors, Walter Kouy, dans 30 secondes, cette fois-ci, les FDLR se disent... Non, vous aurez le temps, se disent d'être prêtes à déposer les armes, la démobilisation. Est-ce une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo et à qui profite le statu quo sur terrain? Non, je crois que ce dossier du FDLR, c'était un piège dans lequel le gouvernement est tombé. Moi, depuis... Elles se disent prêtes pour le cantonnement des armes. Pourquoi? Parce que vous savez, vous et moi, le ministre Julien Paluku l'a dit, je l'ai toujours dit aussi,
l'armée rwandaise qui a traversé la frontière, si le plus jeune militaire avait 18 ans, nous sommes 1994, ajouter 30 ans, ça fait combien? C'est plus de 50 ans. Est-ce qu'il est capable aujourd'hui de se battre? Non. C'est le cas de ces gens qu'on nous a apportés, les DSP au Congo-Brazzaville. Mais après 50 ans, vous ne pouvez pas faire la guerre. Vous êtes incapable. C'était un piège. Pourquoi? Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, un groupe d'anciens démobilisés avait été amené au Rwanda. Le Rwanda a fait quoi? Le Rwanda a refusé, il les a renvoyés, refoulés vers la République démocratique du Congo. Et ça date de longtemps. Le Rwanda s'est toujours vertué à recycler les FDLR et les injecter pour continuer à avoir un argument pour maintenir sa présence en République démocratique du Congo. Nous devons être souples. On devrait mettre de côté, malheureusement, nous sommes tombés dans le piège. Merci. Cette question est une question, ce dossier plutôt était un dossier piège. Nous y sommes tombés. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Merci. Parce que le Rwanda ne veut pas de ces FDLR sur son territoire. Merci. Ça, c'est connu. Alors, Siméon Isako, la loi portant modalité d'organisation du référendum renvoyée au Parlement pour une réécriture, parce que la Cour constitutionnelle avait pris des réserves sur certains articles. Je crois que c'est 13 articles sur une quarantaine. L'opposition parle d'un petit pas vers l'apaisement, mais elle reste vigilante. Bon, je crois que tout ce qui s'est fait par rapport à ces processus-là est légal. C'est prévu par la loi. Je ne vois pas pourquoi l'opposition peut parler d'un petit pas vers l'apaisement. Parler d'un petit pas. Elle a été roulée parce que c'est parmi ses revendications. Vers l'apaisement, ça voudrait dire que l'opposition ne veut pas que le pays dispose de la loi sur le référendum. Elle est contre le troisième mandat. Un boulevard pour le président qui dit loi sur le référendum ne voit pas nécessairement un troisième mandat. Mais vous avez suivi une bataille et toute l'union sacrée. Ça, c'est des discours. Ça, c'est des discours politiques. Mais comment ça? La loi mère, la Constitution, dans son article 5, prévoit que les pays aient la loi référendaire autant que nous avons la loi électorale. Et donc, je ne vois pas. Avec des matières précises, mais la loi. Je ne vois pas, les mal qu'il y a. Mais on a ajouté d'autres matières aujourd'hui. Si les pays disposent. Non, citez pas dans la Constitution. S'il vous plaît, je ne vois pas les mal qu'il y a. Si les pays disposent aujourd'hui d'une loi référendaire. Et donc, dire que un pas vers l'apaisement, non, ça c'est violer la Constitution lorsqu'on ne veut pas que les pays disposent de cette loi. C'est être dictateur. Parce qu'ils disent aujourd'hui que Félix Tshisekedi est dictateur, il est tyran et qu'on sort, mais la réalité sur le terrain prouve que ce sont les opposants. Et quelle est l'opportunité de cette loi référendaire aujourd'hui? Et donc, le président a renvoyé la loi au Parlement pour une nouvelle délibération, parce que déjà, le Parlement doit se conformer. Nous savons tous que la Cour constitutionnelle avait déclaré conforme la loi sous réserve. Il y a 13 articles qui ont été déclarés conformes sous réserve. Ça voudrait dire que la Cour a validé ces articles-là, mais en des termes différents. Il y a eu des différences de termes. Est-ce que la Cour a été saisie pour donner des réserves ou bien pour dire oui ou non la loi? Justement, la Cour a été saisie. La loi est conforme à la Constitution. La Cour a été saisie pour déclarer si la loi est conforme à la Constitution. Oui. Pourquoi mettre des réserves? Oui. Ce n'était pas une question fermée. Non, c'est cela la question. La Cour est saisie pour déclarer si la loi est conforme à la Constitution. Mais le processus qui conduit à la déclaration de la conformité oblige à la Cour d'examiner article par article. Ce n'est pas de manière globale, de façon globale que la Cour va dire, ben écoutez, la loi est conforme, non. C'est après un examen minutieux d'article par article que la Cour dira, oui, écoutez, la loi est conforme. C'est après cet examen-là que la Cour a estimé qu'il y a certains articles
dont il fallait modifier des mots ou des verbes. Et cela a été fait comme ça. C'est pourquoi le président n'a pas voulu promulguer avec cette différence-là d'approche. Et donc, la loi a été renvoyée au Parlement et déjà, hier, l'opposition dit cette la loi, commission, il y a eu quelques membres de la commission PAJ la ligne rouge qui s'étaient réunis à l'Assemblée nationale. Ils ont tablé sur la question, avant même que le communiqué ne soit rendu public, ils ont tablé sur la question. Ils vont attendre au retour de la session de septembre pour pouvoir adopter la loi. Soit ils vont adopter avec les termes qui ont été envoyés par la Cour constitutionnelle, soit ils vont carrément refaire les articles. Le communiqué clair, c'est la réécriture, c'est le communiqué du prof Joly. Qui ont posé, c'est ça ce que j'ai dit. Ils vont réécrire ou ils vont adopter avec les termes qui ont été validés par la Cour constitutionnelle et ils pourront cette fois-là renvoyer au chef de l'État pour promulgation. Mais ce que les Congolais doivent retenir ici, c'est que la loi sera bel et bien promulguée. La loi ne sera pas retirée. Parce que j'ai vu certains dire dans les réseaux sociaux... ça fait partie de la matière qu'on va parler C'est une façon pour le chef de l'État de mettre la loi au frigo, patati patata. Non, la loi sera bel et bien promulguée. Parce que les souhaits du changement de la Constitution, c'est un souhait du peuple congolais. Vous l'avez consulté le peuple où? Le peuple vous l'a dit quand? Oui, mais pour consulter le peuple, il faut avoir cette loi. Oui, alors, est-ce que le peuple l'a demandé pour l'instant? Mais le peuple, c'est qui? Le peuple, c'est ces jeunes qui ont marché dans des rues de Kinshasa. Mais on a vu des vieilles aussi, des vieilles personnes aussi. Mais justement, ces vieilles personnes-là font partie du peuple. Qui font partie de la jeunesse aussi. Ça veut dire qu'ils sont venus appuyer l'initiative de la jeunesse. Parce qu'ils sont soucieux de voir la Constitution changer. Alors, la ministre... Vous interdisez aux vieilles mamans de s'exprimer, ils n'ont plus les droits, ils n'ont plus ces droits citoyens de s'exprimer. Mais c'était plus pour les jeunes. Alors, dans une minute, vous aviez suivi la mobilisation de la ministre de la Jeunesse à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Elle a mobilisé à Kinshasa, elle a procédé hier à la remise des conclusions de ces consultations, selon elle, menées dans les 26 provinces et à l'étranger. Elle a parlé aussi que la jeune, oui, je le veux, la jeunesse est d'accord pour les changements de la Constitution. Est-ce que la ministre agit comme acteur politique ou membre du gouvernement, ou elle est en contradiction avec le gouvernement? Parce que le porte-parole du gouvernement l'avait dit, le gouvernement n'a jamais statué sur les changements de la Constitution. Bon, c'est là que... où est-ce qu'elle a tiré ce pouvoir? C'est là que Patrick Mouyaya, en tant que porte-parole du gouvernement, devait bien nous expliquer ce qui se passe. Parce que c'est lui qui a dit que le gouvernement n'avait jamais statué sur les dossiers. Mais j'ai vu du coup le ministre Samuel Bemba des droits humains s'est lancé dans la campagne, changement de la Constitution. Non, il s'est lancé comme membre du gouvernement. Non, je parle du ministre des droits humains. Tout à fait. Qui a ce parti politique, bien sûr. Oui. Non, lui n'a pas de parti politique, il est membre d'un parti politique. Bien sûr, je ne dis pas qu'il s'est lancé dans la campagne. Mais attention, c'est difficile de dissocier la personne de Samuel Bemba à la personne du ministre des droits humains. Non, quand il est matinée politique, c'est autre chose. Et là, il ne peut pas profiter d'une journée sur Jeune Coste pour parler de la Constitution, par exemple. Plus grave, pour la ministre de la Jeunesse, elle s'assume. Mais comment? Elle parle en tant que ministre de la Jeunesse. Oui, la jeunesse. Les jeunes veulent, Vous êtes jeune, Mike. Elle parle en tant que ministre de la Jeunesse. Walter, est-ce que tu t'es consulté aussi? Donc, elle ne peut pas parler au nom de la jeunesse, parler en tant que ministre d'un gouvernement, si elle n'a pas obtenu l'autorisation au préalable de la première ministre. De la première ministre. Est-ce que ça je suis du chef de l'État. Mais c'est ce que nous même l'autorisation, mais il y a quand même l'ordonnance portée attribution. C'est ce que nous supposons. Attribution, oui. Et c'est là que je dis qu'il faudrait que le porte-parole du gouvernement nous explique, qu'il y revienne pour nous dire qu'est-ce qui a changé entre-temps pour que les ministres qui avaient interdiction de ne pas parler de ces sujets, des changements de la Constitution, de ne pas évoquer ces sujets, de ne pas se lancer dans cette campagne, qu'est-ce qui a changé entre-temps pour que les ministres, aujourd'hui pratiquement tous,
se lance dans la Non, campagne. il y a d'autres ministres qui du viennent changement de avec la casquette Constitution. politique, mais la ministre est venue comme ministre. C'est difficile de dissocier. C'est difficile de dissocier ministre ou membre d'un parti politique. C'est difficile. C'est pourquoi le chef de l'État leur avait dit au cours d'une réunion des conseils des ministres de se taire par rapport à cette question. Parce que lui-même savait qu'il est difficile de dissocier. Merci, nous annonçons... Mais ce qui est grave dans, dans cette histoire, c'est que Oui, rapidement. cette guerre autour du chef de l'État Elle a été reçue hier, hein, fait- elle a déposé son rapport. a hein. fait en sorte que, Des conclusions, président a fait en sorte de que la République. certains caciques Oui. sont allés diaboliser les initiatives de certains dignitaires. Ils disent, ben, écoutez, monsieur le président de la République, tel ne devait pas, en ce moment précis, parler du changement de la Constitution. Non, mais cette initiative-là de C4 ne devait plus exister. Laissons la tâche à la société civile. Vous diabolisez les autres, vous estimez qu'ils ne doivent pas évoluer avec leurs initiatives, alors qu'eux ne font pas partie des institutions, mais vous n'allez pas souffler au chef de l'État Merci. pour lui dire que, mais écoutez, monsieur le président Merci, de la République, merci, là merci, c'est merci. une ministre qui est en train de dériver. Merci. Ne la laissez pas continuer. Merci. Donc, merci. Nous annonçons une campagne l'arrivée qui paye de pas. Mike Gardi Diana qui est provisoirement ou définitivement en retard. Mike, bonjour. Bonjour Robert, drôle d'accueil, mais mes excuses de ce retard. Ben, il est venu à la fin. Qui m'a d'ailleurs valu Oui. casser mes Non, oui, l'essentiel est d'être là. L'essentiel c'est d'être là. Oui. Je voulais très rapidement revenir sur la dissociation en fait. Patrick Mouya n'a pas besoin de venir préciser quoi que ce soit parce que le gouvernement est un organe qui a ses mécanismes De fonctionnement. et de saisine. Tout ce qui est décision émanant du gouvernement, c'est décidé au cours du Conseil de ministres et le Conseil des ministres sont sanctionnés par de comptes rendus à la fin. Il n'y a jamais eu un compte rendu faisant état d'un débat sur le changement de la Constitution. Maintenant, le problème, c'est que il y a un côté politique. C'est comme vous le dites. Grâce, Amy Coutinho est allé prendre l'initiative en tant que politique. Pourquoi je dis qu'en tant que politique? Certes, c'est là où maintenant il y a un problème. L'ambivalence, c'est est-ce que le moyen utilisé sont le moyen De l'État au privé. l'État ou le moyen privé? C'est là où il y a une problème. Mais dans la décision, dans l'acte, il agit de manière unilatérale. Vous verrez même que dans sa Il était dans une pick-up de la police. et vous verrez même, oui, parce que en matière de sécurité, Elle reste protégée. en matière de sécurité, Mais la police- c'est oui. intemporel, sa sécurité jusqu'à la fin de son mandat. C'est-à-dire, il peut agir en tant que civil, mais puisqu'il est revêtu de cette casquette de ministre, elle a le droit d'être Donc il est protégée. difficile de dissocier. J'y Vous êtes arrive. d'accord? Maintenant, le problème à ce niveau ici, c'est que quand vous voyez même Grace Coutinho mener cette campagne, vous verrez que dans le narratif, les choses ne sont pas dites de manière directe, changement de la Constitution. Ils utilisent des superfuges. Réforme institutionnelle. Réforme institutionnelle, la jeunesse. Et la jeunesse l'a dit quand? Si, par exemple, la phrase que j'ai trouvée sur le panneau, c'est que Oui, un, oui. un seul article ne suffit plus pour pouvoir permettre aux jeunes de retrouver ses intérêts. et de Oui, pouvoir elle a jouir dit des privilèges de l'État. que les jeunes puissent être plus représentés Il a dans trouvé les des organes narratifs. décisionnels, mais elle-même, elle est au gouvernement. En fait, c'est là où je voulais arriver. Le problème c'est de que ce gouvernement, qu'est-ce que le ministère de la Jeunesse devrait faire en faveur des jeunes? quand il évoque... Elle a quel projet pour les jeunes Quand il évoque ces questions-là, c'est là où je dis qu'on tombe maintenant dans les erreurs stratégiques. Pour moi, on est dans des erreurs stratégiques dans la mesure où, non seulement qu'on expose ce gouvernement, comme d'ailleurs les gens le pensent maintenant, mais deuxièmement, je pense qu'elle est allée vite en besogne. Comment ça? Il aurait fallu un peu de patience. Vous dites, les jeunes n'ont pas besoin... Quelques semaines après, au moment où je te parle, on est le 14, non? On clôture le processus de recrutement pour le poste de mandataire, Oui. contrairement aux habitudes d'autrefois, Oui. où on permet à tout un chacun qui a de l'expérience, que ce soit dans le secteur privé, de postuler pour être mandataire des établissements publics. Oui. L'âge, vous savez, l'âge moyen, c'est quoi? À partir de 28 ans. Ça veut dire qu'on peut prendre des initiatives pour propulser jusqu'à 70 ans même. On a dit 70. Non, 65. Non, 70 parce Ok, que allez-y. la confusion, les gens pensent qu'on est dans la catégorie du statut d'agent de carrière. Non. Un mandataire n'est pas un agent de carrière, il n'est pas soumis par l'âge. Même à 90 ans, quand il a des compétences, Il peut devenir il mandataire. peut devenir mandataire et agir. On a écarté, je ne sais pas si je dois les citer. Bon. Vous C'est avez peut-être autre chose, on arrivera. Vous Donc avez- l'âge maximum, c'est jusqu'à 70 ans. Ça voudrait dire que dans les politiques, on peut agir pour permettre à cette jeunesse de retrouver des postes décisionnels sans forcément aller dans la Constitution. Vous voyez là où moi je veux arriver à l'approche stratégique.
Mais dans le fond, elle a remis ses conclusions hier au chef de l'État. Ce sont des éléments qui continuent à renforcer justement le doute. Elle a agi en tant que politique. Si elle agit de manière individuelle, est-ce que parce que dans son pouvoir discrétionnaire, le chef de l'État, autant qu'il a donné mandat à Ebéran de Kologeli de pouvoir consulter la classe politique, il peut donner mandat à Grasse de consulter cette jeunesse-là pour des questions pareilles. Maintenant, le problème, c'est qu'il faudra savoir quelle est la source de l'initiative pour pouvoir avoir un angle de vue direct. Mais dans le fond, je crois que Patrick Muyaya n'est pas dans le faux dans la mesure où l'organe gouvernement n'a jamais fait une communication, n'a jamais statué, n'a jamais débattu sur un projet de la Alors, Mike Gardi Diana, comme nous sommes à la fin de l'émission, un petit commentaire, un mois presque après l'annonce de la tenue du dialogue et puis l'expiration de l'ultimatum de l'opposition, et à qui profitent les statu quo sur terrain? Rapidement, on est à la fin de l'émission. Au pouvoir. Comment? Les statu quo profitent au pouvoir. En fait, je vais faire de l'exégèse et je vais aller au-delà de faits. On arrive dans un contexte où il y a une forte mobilisation, une dynamique qui se crée autour de l'opposition et il commence à créer un rapport de force avec le pouvoir en place, surtout sur une question cruciale. L'État est dans une dynamique, aujourd'hui on est dans des phases de lobbying, notamment sur la gestion de la crise de l'Est et des discussions au niveau international. Et l'opposition commence à presque tenir un discours qui harangue l'opinion en interne, allant dans le sens des mêmes discours que ceux qui ont pris les armes. Dans la stratégie, reprimer n'est pas une stratégie. Rapprocher cette opposition, leur donner ce qu'ils veulent. Ils vont à Bujumbura avant la marche le 8, ils reportent le 8. Ils reviennent pour le 22, on annonce les dialogues, on les met autour d'Ambongo. Et après, maintenant le problème c'est qu'ils n'ont plus le contrôle de l'agenda. L'agenda revient à celui qui avait pris l'initiative jusqu'à ce qu'il va instaurer. Les ultimatums sont de moyens de pression, de moyens de contrainte. Mais en réalité, ils n'ont plus l'agenda sur l'initiative pour laquelle ils ont même déjà communiqué. La preuve, vous verrez que dans cette initiative, il y a eu dislocation en interne. C'est-à-dire les agendas à court terme ont fini par faire exploser le mouvement. Certes, les grands leaders sont encore là, mais en interne, il y a eu beaucoup trop de frustration qui porte un peu un coup à ce mouvement-là. Même si le mouvement garde encore sa possibilité d'agir, mais dans le narratif. Même auprès de l'opinion, vous verrez qu'ils vont vouloir agir maintenant avec parcimonie parce que vous avez mordu à l'hameçon sur une initiative, mais qui ne dépend pas de vous, dépend du protagoniste en face. Et pour moi, c'est toute la stratégie de Machiavelli utilisée dans cette technique-là. Est-ce qu'on aura un dialogue? C'est qui est une évidence, oui, on aura un dialogue. À la question du quand, c'est là où l'opposition a perdu la main. Alors, on peut trouver une minute, on est à la fin de l'émission sur l'initiative de la mise de la jeunesse. Non, mais cette dame... Qui a porté la voix des jeunes Congolais. Cette dame, Madame la ministre, a un sérieux problème. Mais lequel? Elle est réaliste. Elle brise la cohésion du gouvernement, parce que comme les deux confrères l'ont très bien expliqué, ça crée la confusion que le gouvernement n'a pas une coordination, chacun peut sortir le matin, tenir un discours et un autre. Et la PEM devrait faire quoi? Elle devrait à la limite se concentrer sur sa mission. Continuer à appliquer la politique nationale de la jeunesse. Le programme d'action du gouvernement. Oui, volet politique nationale de la jeunesse. On n'a pas nécessairement besoin de changer de constitution ou aller se pavaner à travers les rues de Kinshasa. En plus, avec les moyens publics. Vous l'avez vu comme moi sur une pick-up de la police. On a mis donc le carburant de l'État pour son activité privée. C'est en contradiction avec la bonne gouvernance. Elle aurait pris son véhicule privé. C'était international de la jeunesse. C'était, mais pour elle, c'est ça le piège là où vous ne savez pas. Elle dit Journée internationale de la jeunesse et on donne un contenu propre. Elle fait une activité plutôt privée. Non, elle aurait pris sa voiture privée. Non, mais c'est à quel moment que ça devient privé? Parce que c'est la journée de la jeunesse, on sous-entend que c'est formel. Le problème maintenant, les débats est sur le contenu. Le contenu, oui. Le contenu, mais c'est ça. De la jeunesse, est-ce que la jeunesse de décider était là? Qui avait interdit à la jeunesse décidée d'être là? Non, la question c'est qui a dit que jeunesse décidée ne venait pas? Est-ce que la jeunesse décidée a été invitée? L'appel a été lancé. Qui a reçu une invitation en papier? Non, le vrai problème, il y a des tous les jeunes qui étaient là, oui, je le veux. Oui, je le veux. C'était un engagement libre. On n'a pas réuni. Tout était préparé. À ce niveau-là, je ne suis pas d'accord avec vous. Tout était préparé. Mais lui n'était pas le chef. Dans les reportages, s'il avait
Jonathan Siméon, s'il avait remis des invitations à un parti politique quelconque, là on pourrait établir un jugement de valeur. Non, mais les leaders de jeunes quand même. Mais justement, Oui, il y a une commission de la jeunesse, il a dit mobiliser. On a lancé une campagne et une sensibilisation. Les autres ont mobilisé pour l'option. Le Siméon n'est pas venu. Pourquoi vous lui tiendrez rigueur? Excepté le président de la République. Qui ont mobilisé? Tous de l'Union sacrée. C'est moi qui dirige le débat. Oui, on est à la fin de l'émission. Excepté le président de la République, comme c'est partout ailleurs, quand il est à son premier mandat, il est président sortant, qui peut se promener avec les moyens de l'État pour une campagne électorale. Mais les ministres, c'est interdit. Non, mais ce n'était pas une campagne électorale. Non, mais il a utilisé le carburant de l'État. Il a utilisé le carburant de l'État. La police tenue dans le cadre de la journée internationale de la Pour finir, je dirais ceci. Moi, je la renvoie à ce qu'elle doit faire. Oui. Billy Kambale a lancé, quand il était ministre de la Jeunesse, a lancé, au-delà des brigades, il a commencé à composer la politique nationale de la jeunesse. C'est Yves Bonkulu qui l'a finalisé. Il a lancé en son temps le projet PADEM PME. Il y avait Transform en collaboration avec le ministère de... Voilà. On a un autre programme, je crois, il y en avait 3, qui engageaient les jeunes ou qui drainaient les jeunes pour des activités où ils recevaient des financements. Certains étaient formés. Voilà. Sous Bonkulu, on a vu des cohortes des jeunes être formés et bénéficier des financements. Sous Madame Noéla Eganagato, on a aussi vu. Mais depuis que Madame Amy Coutinho est là, elle n'est que dans des discours et des prédications comme si c'était les ministères est venu son église. Non. Elle doit arrêter de confondre. Les moyens qu'elle met à communiquer, elle devrait plutôt les utiliser pour renforcer l'application de la politique validée par le gouvernement sous le président de la République, Félix Tshisekedi, pendant le mandat passé. Le programme est là. Il faut l'appliquer. On n'a pas besoin de se perdre dans des discours inutiles. L'Union sacrée a son projet, a son programme, a sa lancée de réviser ou changer la Constitution. Mais il faut que ça soit cadré, ça soit coordonné. On n'a pas besoin de prouver au président de la République que moi j'ai fait plus que l'autre. Ça n'a pas d'importance. Peut-être elle était envoyée, c'est pourquoi elle a remis hier les conclusions de cette C'est ça le problème. Envoyée par le président. Mais elle a été reçue hier. Hein? Non, elle a été reçue. Tout ministre qui demande l'audience auprès du président de la République, il l'obtient. C'est connu de tous, depuis Kabila, depuis Mobutu. Parce qu'on ne peut pas être... Non, pas tout ministre. Il y a des ministres qui ont fini le mandat sans voir le chef de l'État. Mais s'ils ne demandent pas... Si, ils ont demandé, ils n'ont pas eu. Mais si vous demandez, par exemple, à la fin que le président est empêché, il n'aura pas le temps de vous... C'est pas aussi un truc... Alors, on est à la fin de l'émission, Mike Diana, dans 5 secondes. Pourquoi la population de Beni, Lubero, Butembo ne tire pas les leçons d'Ebola, la fois en 2018? Il y a la résistance aujourd'hui. La désinformation. Et les cas s'augmentent. La désinformation. J'ai vu une image écœurante d'une dame qui se battait avec un véhicule du ministère de la Santé qui avait pris son enfant parce qu'il a été détecté positif à cette pandémie. Et manipuler le corps des personnes. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est la désinformation. Et le problème, c'est que, vous savez, la société répond à des structures. Quand les choses ne sont pas bien fixées, c'est normal que nous tombions dans ce genre de cas-là. Et la preuve, c'est que, vous voyez nous-mêmes, dans le côté alarmiste, on a eu beaucoup de méfaits dans les prises des décisions et les orientations. C'est là où je demande à ce que l'État doit prendre conscience. Cette forme de territorialisation d'une maladie aussi dangereuse comme Ebola, le relâchement que moi je constate maintenant n'est pas de nature à aider à renforcer le sérieux ou encore l'engagement citoyen qui doit suivre cette dynamique-là. C'est la plus grande difficulté qu'on a et jusqu'à là on n'a pas encore résolu ça. Siméon Sako, dans moins d'1 minute, qui doit faire le gouvernement, les leaders locaux, les élus, pour faire adhérer la population qui n'a pas tiré des leçons? D'abord, c'est la sensibilisation. Il faut y mettre beaucoup de moyens, sensibiliser, faire comprendre à la population. Il faut des sanctions aussi, hein? J'ai voulu. Il faut faire comprendre à la population qu'elle est la première à pouvoir se protéger. Il faut sensibiliser, il faut amener la population à prendre conscience. Amener la population à prendre conscience et l'État, ça c'est déjà fait, mettre beaucoup de moyens pour pouvoir créer plusieurs... comment je peux appeler ça, plusieurs zones de prise en charge des malades qui puissent être bien sécurisées parce qu'il y a aussi un problème de sécurité qui se pose. Il y a aussi un problème des médecins. Les médecins ne sont pas
il n'y a pas un effectif de médecins prise en charge aussi, qui puissent prendre les malades en charge. Par exemple, à Nitouri, non pas à Nitouri, au Wotuele. Certains me sont grevés. Au Wotuele, il y a des cas de grève. Là-bas, on a besoin de médecins. Il y a des cas d'Ebola là-bas, mais il n'y a pas de médecins qui peuvent prendre les malades en charge. Donc l'État doit s'atteler sur tous ces aspects-là, mettre des moyens pour pouvoir sensibiliser la population à prendre conscience et affecter beaucoup plus de médecins dans des zones qui sont touchées par la maladie, et ça peut aider à ce que nous puissions très vite résoudre cette situation. Contre la résistance de la population de Butembo, Bini, Lubero, qui n'a pas tiré les leçons de 2018. Non, il faudra vraiment activer ou impliquer les leaders locaux pour convaincre la population. On ne doit pas se retrouver comme à Rwampara, là où l'épidémie a commencé. Il avait fallu que la population soit décimée pour que les gens prennent conscience que la maladie. Et c'est trop tard. C'était trop tard. Il faudrait vraiment que les leaders locaux soient impliqués. C'est très dangereux. On en est déjà à plus de 2000 morts. Rappelez-vous, en Afrique de l'Ouest, en 2 ans, ça avait fait environ 10 000 morts. 10 000 morts. Mais nous, on est à 1 mois et demi, mais déjà 2000. Et c'est un gros risque que nous courons au regard de la trop concentration des populations, les déplacés, les tentes. La maladie se propage à une vitesse difficile à maîtriser. Donc il faut vraiment sensibiliser la population, que ceux qui nous suivent comprennent que la maladie existe. Ce n'est pas pour avoir l'argent que les gens viennent vous demander de respecter les mesures barrières. C'est pour votre propre santé. Prenez ça en considération, prenez ça au sérieux. Et d'autres qui ont peur d'aller à l'hôpital. Non, aussitôt que vous sentez quelque chose, allez-y, allez-y. Non, ne vous cachez pas, ne nous cachons pas quand nous nous sentons mal à l'aise. Allez-y, peu importe, allez-y à l'hôpital vous faire soigner pour sauver votre vie. Si vous vous cachez, c'est un risque que vous courez et vous courez le risque à toute la communauté. Oui. Alors, on est à la fin de l'émission d'IJ Presse qui recevait Walter Ancouille et puis Mike Gardidiana, journaliste chez LFT, puis Simeon Sako, journaliste chez reporter.cd. Nous disons merci beaucoup à tous nos confrères qui nous ont aidés à préparer cette émission. Donc, qu'est-ce qui est belle du journal Les Coulisses. Retrouvez cette émission en rediffusion dimanche à 18h40 ou 19h40, heure du Béni, mais également samedi et dimanche sur Digital Congo FM, sur SAI 6.5. Restez scotchés sur votre chaîne.